Sommes-nous prêts pour la prochaine crise? C'est le titre de ce film réalisé avant la pandémie. La prochaine crise, nous y sommes. Elle est d'abord sanitaire et économique. Alors, étions-nous prêts? Le système financier s'était réformé après 2008, mais très insuffisamment. Ces outils et ces acteurs sont-ils aujourd'hui une solution ou un problème? Nous traversons des bouleversements très différents de ce qui était anticipé dans ce film. Est-ce que pour autant, les critiques qu'on vient d'entendre sont sans objet? Ce sont quelques-unes des questions avec lesquelles nous laisse ce documentaire d'Ève Minot. Et pour approfondir, à présent, j'accueille Bertrand Badré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur général de la Banque mondiale. Vous avez travaillé pour des banques privées. Vous avez fondé et dirigé actuellement Blue Like an Orange. C'est un fonds d'investissement à impact dans les pays en développement. Et votre dernier livre est directement en lien avec notre sujet, puisqu'il s'agit de repenser le monde et la finance après le Covid-19. Voulons-nous sérieusement changer le monde? C'est le titre. Avec vous dans ce studio, Éric Bocquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste du Nord et vous avez notamment écrit plusieurs rapports suite à la crise de 2008. Nous sommes également avec Alexis Garati, bonjour. Bonjour. Économiste, vous êtes directeur de la recherche économique du groupe Euler Hermès, société d'assurance crédit appartenant au groupe Allianz. Et avec nous également Catherine Larère, bonjour. Vous êtes professeur de philosophie, vous avez enseigné notamment à la Sorbonne et parmi vos champs de réflexion, la question du risque sous l'angle environnemental. On sait que tout est lié, hein. Le titre de votre dernier livre fait d'ailleurs écho directement à la tonalité de notre film. Le pire n'est pas certain, c'est un essai sur l'aveuglement catastrophiste. Alors je mets tout de suite les pieds dans le plat. Il y a deux manières de voir ce film. Soit il est complètement hors sujet puisque la crise n'est pas venue de là où on l'attendait, je le disais, c'est une crise sanitaire. Soit il voit juste et la crise sanitaire économique que nous traversons peut très bien se doubler encore d'une crise financière. Comment est-ce que vous voyez les choses, Bertrand Badré? Non, alors évidemment, il y a eu ce floraison d'analyse sur c'est une crise de la mondialisation, c'est une crise de la finance, c'est une crise du capitalisme. Non, une pandémie, il y en a tous les siècles, toutes les latitudes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette crise, elle révèle, elle accentue, elle souligne tout ce qui n'a pas été fait après la crise financière précédente. Et pour moi, c'est ça qui est très intéressant. On a fait un certain nombre de choses. D'ailleurs, le film reconnaît bien volontiers. On a restauré quelques ratios, remis de la sécurité dans le système, mais on n'a pas traité au fond les prémices de ce système. Et finalement, on a un système qui est rentré dans la crise, qui n'en est pas responsable, mais qui n'a pas été traité. Et on voit bien que derrière cette crise pandémique, on a des urgences climatiques, on a des urgences sociales, on a des tensions que le système qu'on n'a pas réparé la fois précédente n'est toujours pas prêt à traiter. Nous sommes rentrés vulnérables dans cette crise. Nous sommes rentrés vulnérables. Alors, en même temps, on a appris de la crise précédente. Donc c'est vrai que le système financier, pour l'instant, il a plutôt tenu dans la crise, avec quelques ambiguïtés d'ailleurs. Donc c'est vrai que la finance, elle n'est ni problème ni solution. Pour l'instant, elle accompagne cette crise, mais que cette crise nous donne l'occasion de finir le travail, d'une certaine manière. Éric Bocquet, ce film est assez militant. Il a un côté procès du système. Est-ce que c'est parfois pas un petit peu excessif? Je pense pas, parce que malheureusement, moi, je ne constate pas que la finance se soit effondrée. Il faut s'en féliciter peut-être. Mais à l'inverse, dans l'économie qu'on appelle l'économie réelle, il ne se passe pas une journée sans qu'un plan social de sauvegarde de l'emploi soit annoncé. Dans ma région et partout en France, l'économie réelle a beaucoup souffert et on n'est pas au bout du processus, malheureusement, je le crains. Et parallèlement à cela, on a une finance qui se porte plutôt pas mal, quoi. Et je trouve que le film le démontre bien. Et les chiffres qu'on a à notre connaissance, à notre possession aujourd'hui, l'illustrent tous les jours. Vous pensez, Alexis Garati, que cette critique est sans objet? Aujourd'hui, en tout cas, quand on critique le système financier, on se trompe de cible? Oui, je pense que l'origine du mal, à l'heure actuelle, en ce qui concerne le diagnostic qu'on peut porter sur l'occurrence de cette crise, se trouve ailleurs que dans le système financier. Et c'est bien plus le contraire. Je dirais que les banques, qui font partie du système financier, jouent un rôle très important à travers un système de garantie de crédit pour assurer une circulation de la liquidité, pour assurer une circulation du crédit dans l'économie qui est impulsée par l'État. Donc tout le mécanisme de soutien que les États à travers le monde, et en France en particulier, essaient d'organiser, se fait à travers l'efficacité de cette distribution de crédit des banques vers les entreprises. Catherine Larère, il y a un côté Cassandre dans ce qu'on vient de voir, dans ce qu'on vient d'entendre. On nous annonce le pire et je le disais, ça n'est pas arrivé exactement par là où on s'y attendait. C'est classique?
C'est pas arrivé par là-haut, on s'attendait. La possibilité qu'une pandémie mette l'ensemble des systèmes en crise, alors dans tous les livres sur l'effondrement que j'ai lus, c'est là. Simplement, personne ne l'avait prévu. Donc, il y a une différence entre savoir et prévoir. Et d'autre part, les différentes crises sont liées. Donc, ce qu'on a, c'est que une crise en entraîne d'autres et qui, comme les autres secteurs, comme il vient d'être dit, réagissent différemment. C'est pas des dominos. Il faudrait tout de suite qu'on regarde un très court extrait de ce film, parce qu'on ne peut pas rester indifférent à certaines des scènes qu'on y voit, qui peuvent prêter à sourire ou à soupirer, mais qui disent quelque chose des angoisses actuelles. Regardez, puis on en parle après. La finance est partout. La finance est partout. Finance is everywhere. Les milliards et millions de milliards des banques, des fortunes démesurées et des dettes abyssales nous sifflent aux oreilles à l'écoute des nouvelles. Voilà, après, on peut apprécier ou pas la performance artistique, c'est une question de goût, mais Catherine Larère, ça dit quelque chose de notre société, de nos angoisses, ce côté un peu millénariste par rapport au regard qu'on porte là, en l'occurrence, sur la finance. Ça dit quelque chose de l'emphase. C'est sûr qu'il y a une emphase, une exagération qui est très très classique dans ce genre de présentation, qui a une fonction théâtrale finalement, de montrer d'exagérer la gravité de la situation pour la comprendre. Ça nous aveugle. Je pense qu'on a pu. Alors ça nous aveugle. Bon, c'est notre thèse, hein, que ça. Oui, c'est la thèse de notre livre que j'ai fait avec mon mari, donc le pire n'est pas certain et ça aide pas. Ça n'aide pas. La finance fascine, elle obsède, elle inquiète Bertrand Badré, mais oui, vous êtes d'accord, ça n'aide pas? Oui, vous vous rappelez qu'il n'y a pas que dans les performances artistiques qu'on a dit ça. Un président de la République s'est illustré dans un discours fameux au Bourget disant « La finance, mon ennemi n'a pas de visage, mon ennemi c'est la finance ». Ça n'a pas de sens. La finance, c'est personne ou c'est tout le monde. Ce qu'il faut, c'est se rappeler que la finance, c'est un outil. Thérèse d'Avila, grande économiste espagnole du XVIIe siècle, disait « La finance est un excrément du diable, mais quel merveilleux engrais ». Donc il faut la remettre à sa juste place. La main prend le contrôle de l'outil. La finance, c'est l'outil qui nous permet de nous projeter dans le temps et de nous projeter dans l'espace, pourvu qu'on en prenne le contrôle. Si on laisse la main lâcher la finance, la finance, elle s'échappe. Donc il faut qu'on se regarde aussi nous-mêmes dans cet exercice. Des Cassandres comme ça, Éric Bocquet, vous y reconnaissez un peu au moins dans cette... on parlait d'emphase. Je pense qu'il faut faire un point sur de quelle finance parle-t-on. Si c'est la banque du quartier qui vous aide à acheter votre automobile, votre domicile, qui finance l'entreprise, l'outil de formation, etc., tout ça me va bien. Mais chaque jour dans le monde, je crois qu'on est à 5300 milliards de dollars de transactions financières. Moins de 3% de ces transactions ont un lien avec l'économie réelle. Production de biens et de services pour l'humanité. Vous confirmez ça, Bertrand Badré ? Je pense que là, il y a un problème. C'est les ordres de grandeur qui sont à la fois très parlants et qui ne veulent pas dire grand-chose. C'est vrai que c'est le flux d'argent qui circule dans le monde, mais il y a des flux qui se dupliquent pour des raisons techniques, etc. Il ne faut pas forcément prêter attention à ça. Le point que vous soulignez est exact, c'est qu'il faut que la finance soit au service de l'économie. Elle n'a de sens que si elle est au service. Quand elle s'émancipe, et on l'a vu, c'est intéressant, historiquement, la finance en poids dans l'économie, dans les pays anglo-saxons en particulier, a été au plus haut en 1929 et en 2007. C'est pas complètement accidentel. Donc ça vaut peut-être le moment de se poser la question, quel est le poids qu'on veut pour l'industrie financière dans notre économie? Où est-elle à sa place? Éric Bocquet. Il y a une démesure. Le monde de la finance, sans le stigmatiser à outrance, c'est le monde de la démesure. Je parlais du chiffre des transactions financières. Là, on parle du secteur régulé, mais il y a tout le secteur non régulé qui est évoqué dans le documentaire, ce que les anglo-saxons appellent le shadow banking, la finance de l'ombre. Là, on est aujourd'hui, d'après mes sources, à 160 000 milliards de dollars, 2 fois le PIB du monde. Il y a un déséquilibre qu'il faut interrompre d'urgence parce qu'on va à la catastrophe, effectivement. Alors, il y a une des questions qui est posée par le film, c'est est-ce qu'on a tiré les leçons de la crise de 2008 ? Il y avait une analyse très intéressante dans Les Échos l'autre jour. Jean-Marc Vittori disait heureusement que Lehman Brothers a fait faillite parce que dans une certaine mesure, ça nous a aidés à gérer la crise actuelle. Alexis Garatti, vous êtes d'accord avec ça ?
Tout à fait. Un certain nombre de leçons ont été tirées de la crise du subprime, en particulier la gestion de la liquidité, le fonctionnement de la liquidité sur les marchés monétaires. Le marché monétaire, c'est cet espace où les banques et les institutions financières s'échangent des liquidités pour faire fonctionner normalement leur activité. Au cours de la crise du subprime, centaines de milliards, il y a eu un gel brutal des conditions de liquidité. Et c'est ce qui a aggravé la crise du subprime. Cette fois, on a tiré les leçons de cette crise-là parce qu'au moment de la crise du Covid, les banques centrales ont injecté massivement des liquidités pour justement éviter ce scénario d'un gel de circulation de la liquidité sur le marché monétaire. Donc c'est très important de maintenir le rôle des banques et des institutions financières quand le contexte est extrêmement incertain. De ce point de vue, les leçons ont été tirées de la crise du subprime. Alors il y a quelque chose qu'il faut bien expliquer, c'est rappelé dans le film, la prise de parole de Mario Draghi, qui était à l'époque donc le président de la BCE. Nous ferons ce qui est nécessaire, quoi qu'il en coûte, pour sauver le système financier, donc l'économie, moment historique, c'est bien dit. Des centaines de milliards en fait qui finalement sont déversés. Dans votre livre, Bertrand Badré, vous avez cette formule, personne ne veut jouer au poker avec un joueur aux poches sans fond. Ça veut dire que ce jour-là, la parole de Mario Draghi suffit à interrompre une crise. Oui, moi j'étais directeur financier de la Société Générale, c'était une année très dure, c'était la crise de l'euro. Les taux d'intérêt sur les emprunts grecs, italiens, espagnols, ce qu'on appelait de manière absolument effrayante les pigs, les cochons, les Portugal, Italie, Grèce et Espagne, décalaient complètement. Et il y avait une prime à la sortie de la zone euro. Et Mario Draghi a dit, ça suffit, vous voulez jouer ? Et il a rajouté ce qui n'était pas prévu dans son discours, « And believe me, it's going to be enough », ce qu'on voit très bien dans le film. En gros, tu veux jouer avec moi, sois sérieux. Et ça a arrêté immédiatement. La question, c'est est-ce que 10 ans après, on a réentendu ce « whatever it takes », quoi qu'il en coûte. Le président Macron, Madame Lagarde, tout le monde l'a dit. La question, c'est qu'on a un peu émoussé le discours en 10 ans. Et aujourd'hui, on est dans une phase où, effectivement, on a appris de la crise précédente, on a injecté finalement, ce que disait Alexis Garati, les sommes qu'on a mis 3 ou 4 ans à injecter en 2008-2009, on l'a fait en 3 ou 4 mois. On est allé beaucoup plus vite. Ça a été très vite. Je dis ironiquement dans mon livre, la prochaine fois, il faudra inventer une unité de compte. Après le millier de milliards, comment on va appeler la dizaine de milliers de milliards. Ce que vous disiez, donc, c'est combien de milliards par heure qui sont déversés? Si on divise les montants des dollars injectés par la Réserve fédérale depuis le 15 mars jusqu'à aujourd'hui, on est entre 1 et 2 milliards par heure. Aujourd'hui. C'est des ordres de grandeur qui donnent d'ailleurs une relation à l'argent des individus compliquée. Il y a un sentiment que l'argent est gratuit, on ne sait pas d'où il vient, on développe une pensée magique sur l'argent, parce que les milliards tombent tous les jours. Alors justement, Éric Bocquet, est-ce que la racine de la prochaine crise financière, elle n'est pas là ? Dans l'abondance de liquidité. La liquidité ne manque pas aujourd'hui, mais ce que je crois, ce que beaucoup d'observateurs ont constaté, c'est que cet argent est allé dans les circuits bancaires. Je ne suis pas convaincu que la totalité soit retrouvée dans l'économie réelle, encore une fois, du fait de ces déconnexions que je décrivais en préambule. Donc, il n'y a pas un problème de liquidité aujourd'hui. L'argent est là. Il est mal ciblé, mal utilisé. Il doit aller aux grandes problématiques qui sont en face de nous, la transition écologique, le redressement économique, bien sûr, la formation, l'aménagement du territoire, les collectivités, voilà. Tout cela fait partie du monde économique réel. Je ne suis pas convaincu que cet argent de la BCE ait atteint son objectif. On va revenir à la question purement financière. J'ai juste une parenthèse que je voudrais ouvrir avec vous, Catherine Larère, parce qu'on parle de la finance et on sait que c'est un domaine dans lequel une parole, on le voit dans le film, une parole peut suffire à rétablir la confiance, ce qui n'est évidemment pas le cas dans une crise sanitaire et encore moins environnementale. On est là évidemment pas du tout dans des domaines, dans des crises similaires. Effectivement, le virus, on peut lui parler, il n'entend pas. Donc il y a des problèmes réels, pour reprendre la distinction que faisait le sénateur. C'est des crises distinctes, mais c'est des crises qui peuvent réagir l'une sur l'autre. Et c'est ça qui fait toute la difficulté de la question. On ne peut pas compartimenter. Je voudrais qu'on pose cette question maintenant tout simplement. Est-ce que la finance aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, elle est au service de notre société? Au fond, on vient de rappeler des ordres de grandeur complètement délirants. Vous disiez dans votre précédent livre, ici, la finance sauvait le monde, Bertrand Badré. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'elle est en train de sauver le monde? Non.
Non, alors là aussi, entendons-nous, on a pris un certain nombre de décisions aujourd'hui, y compris les milliards qu'on injecte, qui sont probablement nécessaires, qu'on n'a pas forcément très bien expliqués, qui ne sont pas forcément très bien alloués, mais en revanche, on a sauvé le système. De même qu'on avait sauvé le système en 2010. Vous voulez dire que la finance se sauve elle-même? Non, pas seulement. Je veux dire, quand on compare les grandes crises de 1929, comme c'est fait dans le film, et de 2008, la différence, c'est qu'en 1929, on finit par une guerre mondiale. En 2008, pour l'instant, en tout cas, on n'est pas dans une guerre mondiale. Donc on a quand même fait le boulot. Je veux dire, on n'est pas mort, on peut continuer à retirer de l'argent de son distributeur, on peut continuer à acheter, emprunter, etc. Donc il faut quand même rendre à César ce qui est à César. On a préservé le système, non seulement financier, mais de l'économie dans son ensemble. Et c'est quand même positif. Ce qu'on n'a pas fait, en revanche, on a commencé à le faire, en fait, en 2015. On a signé les accords de Paris sur le climat, on a signé les engagements sur le développement durable, c'est le PINS que j'ai ici. Donc on a dessiné collectivement une voie pour l'économie du XXIe siècle. Ce qu'on n'a pas fait, c'est en tirer les conséquences sur le système financier. Et donc on continue à vivre avec le système financier qui a été défini dans les années 70-80, alors qu'on peut appeler le consensus de Washington, le modèle néolibéral, enfin, peu importe le nom, dont je dirais la racine, c'est la maximisation du profit et le rôle prépondérant du marché. Et on pourrait ajouter la dérégulation. Oui, bien sûr. Alors ça a très bien fonctionné au début, parce que ça ne fonctionne plus. Et je pense qu'il faut qu'on passe dans le nouveau système. L'accouchement est extrêmement difficile. Et pour l'instant, on injecte beaucoup de choses dans un système qui n'est plus adapté aux enjeux d'aujourd'hui. Vous voulez dire qu'on arrose le désert? Pas forcément le désert, mais en tout cas, on n'est pas en ligne avec les engagements qu'on a pris. Et ce que disait Mme Larère tout à l'heure, on a quand même des sujets environnementaux et sociaux devant nous que le système tel qu'il est autopiloté aujourd'hui ne va pas traiter. Donc comment est-ce qu'on amende ce système pour qu'il commence à aller dans une direction qui nous prévienne des crises à venir? Alexis Garratti, je voudrais vous entendre là-dessus. C'est un système, c'est dit dans le film, qui fonctionne en vase clos, en circuit fermé. Je ne suis pas trop d'accord avec cette vision des choses. Pour moi, à chaque fois, le problème avec le système financier, c'est que le système financier ne représente pas véritablement l'origine du mal au sein d'une société, au sein du fonctionnement d'une certaine économie. Ce qui représente un risque pour la stabilité de l'économie, c'est l'accumulation de déséquilibres. Au moment de la crise du subprime, on avait un déséquilibre au niveau de la dette privée des ménages aux États-Unis. Lorsqu'on regarde les déséquilibres actuels, qu'est-ce qu'on voit? On voit une suraccumulation de dette publique qui est supportée par l'action des banques centrales. Et on voit aussi un phénomène de suraccumulation des dettes des entreprises privées. Et donc, si on doit chercher l'origine prochaine d'une crise qui va potentiellement se déclencher dans les années ou les mois qui viennent, il faut plutôt regarder du côté de ces déséquilibres au niveau des finances publiques et au niveau aussi de l'accumulation trop forte de dettes par les entreprises privées. Alors là, vous soulevez une question très précise sur laquelle je voudrais vous entendre tous les deux, Éric Bocquet et Bertrand Badré, sur l'accumulation des dettes publiques. D'abord, il y a un débat parfois en ce moment. On la rembourse ou pas cette dette un jour? La question ultime, c'est la confiance dans le système. C'est-à-dire que le jour où brusquement la population n'a plus confiance dans sa monnaie, parce qu'elle n'a plus confiance dans l'action de la Banque centrale, dans le fait que la Banque centrale peut directement ou indirectement, c'est expliqué dans le film, prêter, à ce moment-là, il peut y avoir une fuite devant la monnaie et un effondrement du système. C'est très compliqué de le modéliser. Et c'est ça, pour moi, le vrai danger depuis 10 ans, c'est l'érosion de la confiance dans le système. Et ça, c'est très compliqué de modéliser à quel moment on arrête d'avoir confiance. On le voit dans un sujet connexe sur les vaccins. À un moment donné, on dit tout le monde va se faire vacciner, puis comment on se dit, vous allez vous vacciner vous-même? Ah ben moi je sais pas, mais les autres oui. Et donc la confiance dans la science, comme la confiance dans la finance, sont un des problèmes compliqués pour la relance. Alors sur cette question précise du remboursement ou non de ces immenses paquets de dettes, Éric Bocquet. Cette dette n'a plus aucun sens. Cette dette n'a plus aucun sens. D'ailleurs, ça veut dire qu'il ne faut pas la rembourser? Moi, je dis qu'il ne faut pas la rembourser. La dette, je crois que c'est Deleuze qui disait « L'homme n'est plus l'homme enfermé, il est l'homme endetté ». La dette est devenue un instrument de maîtrise complète des nations et des États. Et la dette, elle est gérée en plus par les marchés financiers. Et les marchés financiers, ils ont un nom, ils ont un visage. Ce sont des fonds d'investissement, ce sont de grandes banques, ce sont des assureurs, des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent le faire fructifier. Donc, on a créé cet outil de la dette. Dernière citation, John Adams, deuxième président américain, a dit « Il y a deux façons de conquérir un peuple, soit par les armes, soit par la dette. Voilà. Donc c'est un sujet politique, la dette, c'est pas un sujet financier. Oui, mais il y a un sujet de confiance à la fin, ce que rappelait Bertrand Badré à l'instant. Oui, si à un moment on arrête de payer les dettes, le système s'effondre aussi. Donc comment est-ce qu'on gère cette période extraordinaire à laquelle on n'était pas préparé? Moi, quand j'ai fait de la finance il y a 30 ans, les taux d'intérêt négatifs, c'était un codicile en bas de page. Et ça arrive, c'est arrivé une fois à Hong Kong pendant 15 jours, ça n'existe pas.
quand on a commencé à avoir des taux négatifs, on s'est dit c'est pour quelques mois. Et maintenant, on est parti, et je serais curieux d'avoir l'avis d'Alexis Barati là-dessus, on est parti pour une période très prolongée de taux bas, voire négatifs. Ça veut dire quoi ? Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on s'interroge. On reviendra sur ce sujet, notamment, effectivement, le solfège économique est complètement il y a quelques manuels d'économie à réécrire assez vite. Sans aucun doute. Je voudrais quand même qu'on s'attarde sur 2 ou 3 des affirmations qui sont présentes dans le film, et pour savoir si elles sont toujours, à l'heure où on se parle, justifiées. On va parler un peu de la déconnexion entre économie réelle et financière, les paradis fiscaux, la finance de l'ombre, le recours aux paradis fiscaux. On est surpris quand même, parce qu'on en a entendu des discours, Bertrand Badré, sur ce sujet depuis la crise de 2008, et on a le sentiment qu'on piétine complètement. Alors, oui et non. Il faut se rappeler quand même qu'avant 2008, alors là c'était vraiment le découragement complet, on ne changerait rien. Le fait est qu'on a quand même changé des choses. Et je peux vous dire, étant investisseur dans une zone Amérique latine où il y a des sujets compliqués, vous n'allez pas investir dans des pays qui sont problématiques. Il y a une pression beaucoup plus forte aujourd'hui. Vous avez des listes... Pardon ? Des pressions politiques, des pressions des opinions publiques. Non, mais juridique. Tout simplement. Et les investisseurs ne veulent plus parce qu'il y a des listes des pays noirs, gris, etc. Et donc, c'est un fait que ça existe et que vous ne faites plus ce que vous faisiez il y a 10 ou 12 ans. Est-ce qu'on a résolu tous les problèmes ? Absolument pas. Il y a toute une série de travaux qui estiment qu'il y a 6, 7, 8, 10 000 milliards qui sont toujours des paradis fiscaux. C'est un sujet qu'on n'élude plus. Pendant des années, on en parlait en disant on ne peut rien faire. Maintenant, on sait que ça existe et on en parle. Ça va prendre du temps, progrès, Éric évidemment. Bocquet, vous les reconnaissez ? Tout petit progrès, mais on est très loin du compte. Je me souviens de cette déclaration très péremptoire de M. Sarkozy en septembre 2009. Les paradis fiscaux, c'est fini. Non, ça n'est pas fini. Il y a eu des révélations il y a quelques jours, parues dans Le Monde, le Consortium international des journalistes d'investigation, sur 2100 milliards d'argent sale qui aurait été géré par les banques. Ça reste un sujet, et cet argent sale, en général, on sait qu'il aboutit dans des territoires comme les îles Caïmans, qui sont un paradis fiscal notoire. Il faut empêcher les transferts d'argent en direction des paradis fiscaux. Alexis Garati, dans une institution comme celle que vous représentez, un grand groupe d'assurance, là, sur cette question précise des paradis fiscaux, les pratiques ont complètement changé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si les pratiques ont fondamentalement changé. Ce que je sais, c'est que je partage ce point de vue qu'il faut être extrêmement strict sur le contrôle de l'information et sur le contrôle des institutions financières. C'est l'une des leçons de la crise du subprime. À la suite de la crise du subprime, on a renforcé le système de régulation, le système de surveillance. Et ça aboutit à un certain assainissement. Et la preuve de cet assainissement, c'est que la crise actuelle ne vient pas effectivement d'un déséquilibre au niveau de la sphère financière. Donc il est très important d'établir une balance, je dirais, intelligente entre laisser le monde de la finance contribuer au bon fonctionnement de l'économie, tout en évitant les excès de ce monde de la finance qui, lorsqu'il n'est pas assez contrôlé, conduit à des déséquilibres très, très importants. Donc je partage ce point de vue qu'il faut exercer un contrôle très strict sur l'ensemble des institutions financières. Alors, vous avez parlé brièvement de la finance de l'ombre. Alors ça, évidemment, ça fait très peur. On se dit, il y a des gens dans le noir qui font des choses pas recommandables. Enfin, attention, c'est pas si caricatural que ça. Les chiffres que vous donnez sont exacts. Il y a des dizaines de milliers de milliards de dollars qui sont gérés dans ce qu'on appelle la finance de l'ombre. Mais la finance de l'ombre, c'est pas ça. C'est une autre régulation que la régulation bancaire. Vous allez avoir des gestionnaires d'actifs, vous allez avoir des fonds monétaires, enfin toute une série d'institutions qui sont soumises à des régulations différentes. Qui sont à côté des banques telles que nous les connaissons. Font un travail qui peut s'assimiler au travail bancaire de transformation, c'est-à-dire vous déposez de l'argent liquide et c'est transformé en emploi à long terme, en prêt. Donc il ne faut pas non plus dire, il y a d'un côté des choses qui sont des trous noirs. Enfin, la finance de l'ombre, ce n'est pas des paradis fiscaux. C'est un métier financier qui n'est pas réglementé comme les banques. La question qui manque, c'est qu'on n'a pas de vision de l'ensemble du système. Fois, je comparais la finance, c'est un gros ballon, et on a écrasé une partie du ballon et l'autre partie a gonflé. Mais on est quand même dans le même ballon, ce n'est pas un autre ballon. Pardon, dans une économie mondialisée, peut-on avoir une vision globale ? Il y aura toujours un endroit où aller loger des fonds. Oui, mais là, vous posez la question centrale, c'est qu'il n'y a pas de maître du monde aujourd'hui. Non, mais je suis très sérieux. En 1970, quand en gros les économistes anglo-saxons ont posé les prémices du système dans lequel on vit aujourd'hui, c'est traduit par l'élection de Reagan et Thatcher. Et en fait, le système s'est imposé, ce qu'on appelle le consensus de Washington. Il y avait un maître du monde, intellectuel et idéologique, qui avait cette vision. Là, on peut dire que la France a essayé de résister de 80 à 83, puis s'est ralliée. Aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Il n'y a personne qui va dire « on va régler ça ».
Moi, j'étais dans des réunions de réglementation internationale. Vous retrouvez autour de la table avec des tas de pays avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de parler. C'est compliqué de parler de réglementation internationale quand vous avez vos copains traditionnels du G7 et puis brusquement, vous ajoutez l'Indonésie, la Corée, l'Argentine. Voilà, on est un truc où il y a qu'un faucon, ça marche pas. Ouais, c'est intéressant parce que ça rejoint un court extrait du film que je voudrais vous remontrer sur la question de la régulation dans la période qui précède celle que vous évoquiez à l'instant, celle qui va en gros de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 70. Quand vous avez une finance bien régulée, il n'y a plus de crise. Vous regardez de la moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble des crises financières dans le monde. Et vous voyez que ça bouge tout le temps, il y a des crises partout, partout. Et tout d'un coup, c'est tout plat, il n'y en a plus. C'est quoi? C'est 45-75. Crise financière quasiment zéro. Pourquoi? Parce que là, tous les pays ont suivi l'exemple de Franklin Roosevelt, le président américain des années 30. Ils ont réussi à établir des principes de régulation de la finance qui font que les banquiers sont encadrés. Ils ne peuvent plus faire de bêtises. On a serré la vis. On a encadré sur le plan national, on les a encadrés sur le plan international. Crise financière, quasiment zéro pendant 30 ans. La régulation, c'est l'antidote, Éric Bocquet? La régulation fait partie des réponses. C'est une réponse, on a cité Roosevelt, je reprends à mon compte les propos de Christian Chavagneux, fin connaisseur du sujet. 1933, le Glass-Steagall Act, séparation des activités bancaires, banque de détail, banque dite d'investissement, les lois antitrust, une régulation très forte. Ça a porté ses fruits, effectivement, jusqu'au tournant des années 80, effectivement, les années du néolibéralisme conquérant, Reagan-Thatcher, où là, on a changé de logiciel pour 40 années. Alors, je voudrais qu'on consacre le temps qu'il nous reste à repartir du titre de ce film. Sommes-nous prêts pour la prochaine crise? Au sens un peu plus général, on a parlé beaucoup de finances, mais je voudrais qu'on parle vraiment de la manière de gouverner aujourd'hui. On a tendance à dire, on connaît l'adage, gouverner c'est prévoir. Mais Catherine Larère, on le remarque dans la crise que nous vivons aujourd'hui, gouverner en l'occurrence c'est être en prise avec l'imprévisible. Oui. Alors, j'ai beaucoup insisté sur le fait que les secteurs ne sont pas étanches les uns à côté des autres, qu'il y a un lien entre les deux, entre les trois, enfin les différents secteurs sont connectés, tout en restant relativement indépendants. Ce qui définit une situation complexe et ce qui caractérise la complexité, c'est l'imprévisibilité. C'est la définition du système complexe, il est imprévisible. Alors, comment prévoir l'imprévisible en étant attentif à ce qui peut surprendre, au lieu de partir sur des scénarios prêts à l'avance, d'en avoir au moins plusieurs, et surtout de faire en sorte que la situation soit telle qu'on se trouve sans autre solution possible. On l'a vu sur les hôpitaux. On a géré les hôpitaux de telle façon qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Il faut laisser des marges de manœuvre. La difficulté, Catherine Larère, dans cette affaire, c'est que, c'était rappelé d'ailleurs tout à l'heure par Bertrand Bradré, les théories nous sont d'autant plus inutiles que celles qu'on a apprises à l'école, elles ne fonctionnent plus. La théorie ne nous aide aucune aide. Ben, la théorie, quand elle est l'unique recours, quand on est capable de faire appel à différentes choses, à ce moment-là, c'est utile. Je crois qu'il ne faut pas se dire qu'il faut agir pour agir. Si la pensée accompagne l'action, et une action sans pensée, d'abord, ça n'existe pas, mais si on n'est pas capable de réfléchir au fur et à mesure, alors là, on va dans le mur. Mais vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le XVIIIe siècle, et en vous écoutant, vous les financiers, je retrouvais des choses que j'avais connues à ce moment-là. Donc, de ce point de vue-là, peut-être que la théorie la plus récente, elle ne marche plus, mais une théorie un peu plus large, elle est utile. Alexis Garatti, quand vous avez étudié l'économie, est-ce que si on vous avait dit, voilà, un matin vous réveillerez et pour une période assez longue, vous aurez des taux d'intérêt négatifs, vous l'auriez cru? Non, je ne l'aurais pas cru, mais par contre, mes cours d'histoire de l'économie m'auraient incité à penser que bien souvent, autour du déclenchement des crises les plus importantes, avant, qu'est-ce qu'on observe? On observe une accumulation de déséquilibres, et notamment de déséquilibre de la dette. C'est toujours la question de la dette qui revient dans l'histoire des faits économiques.
Et encore une fois, je pose la question de la soutenabilité de la dette publique et soutenabilité de la dette privée. Donc si vous voulez connaître la prochaine origine de la crise, je pense qu'il faut plutôt regarder de cette question-là et se poser la question de est-ce que la dette actuelle, aussi bien au niveau privé et public, est soutenable? Et pour ça, on a des outils en tant qu'économiste pour répondre à cette question. C'est simple, il faut générer assez de croissance pour être capable de repayer cette dette dans le futur. Donc la question que je pose, c'est est-ce que les générations futures seront en mesure de rembourser la dette qu'on est en train d'accumuler aujourd'hui? On a bien compris que cette question de la dette, c'était ce qui vous inquiétait beaucoup. Mais sur la question plus large de savoir d'où viendra la prochaine crise, Bertrand Badré, vous êtes d'accord, vous, avec le fait que cette dette peut être l'origine d'une prochaine crise financière? C'est vrai, quand on regarde l'histoire des crises financières depuis 5, 6, 8, 10 siècles, il y a l'endettement, les phénomènes de bulles, c'est assez bien documenté, étudié. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on se reporte il y a 6 mois, ou j'allais dire il y a un siècle avant la crise du Covid, on était préoccupé de la prochaine crise financière. Le documentaire, d'ailleurs, est précisément, comme vous l'avez dit, avant le Covid. On aurait pu avoir ce débat. Simplement, on a eu le Covid qui n'était pas du tout sur les radars et qui a complètement déraillé nos réflexions. Et c'est intéressant parce qu'on reparle d'une crise financière potentiellement liée. Et il y en aura des crises, c'est la loi du genre. Est-ce qu'on sera préparé? Je l'espère. Ce qui est très intéressant, c'est notre réaction par rapport à 2 crises qui, elles, sont inscrites et sur lesquelles on a toujours un regard un peu distancié. La crise environnementale et climatique, celle-là, on la voit venir. Les incendies nous le rappellent, le nombre d'espèces qui disparaissent nous le rappelle, etc. On bouge un peu, mais on n'est complètement pas sur la trajectoire. Et ça, pour le coup, c'est une crise qui va venir. Ce n'est pas une hypothétique crise financière. On en est certain. Ah bah oui, vraiment, enfin, on va pas ouvrir un débat aujourd'hui sur le cœur. Et il y a une deuxième crise qui est certaine, c'est la crise sociale. On voit bien qu'il y a une envolée des inégalités, à laquelle d'ailleurs vont contribuer les taux d'intérêt très bas. La crise est très inégalitaire dans ses effets, y compris effets sanitaires comme effets sur le chômage, etc. On va avoir des tensions dans les sociétés dans les mois et les années à venir. Ça aussi, c'est une crise certaine. Et est-ce que le système avec lequel on travaille va naturellement ou pas traiter ou faire face à cette crise climatique et environnementale et à cette crise sociale? Je ne crois pas. Avant de donner la parole à Éric Bocquet, puisque vos propos font directement écho au titre du livre de Catherine et Raphaël Larère, vous nous disiez en quelque sorte que le pire est certain. Or, votre livre, Catherine Larère, s'intitule « Le pire n'est pas certain ». On sait que la catastrophe risque d'arriver. Comment on fait? Mais d'abord, on se dit, c'est pas la catastrophe, c'est des catastrophes. Et donc, on l'a vu avec la pandémie, il y a eu des séries d'effondrements partiels. L'ensemble du système s'est pas effondré. Donc, je crois que la vision pluraliste est essentielle. Et si on se focalise uniquement sur un secteur, alors, il y aura sans doute jamais un effondrement mondial complet. Mais on aura une situation de plus en plus difficile. Donc je dirais, le pire n'est pas certain au sens où le monde entier ne va pas s'effondrer, c'est une forme de démesure que de le croire, mais au sens aussi où il faut être attentif à la pluralité des crises et donc pas penser que tout est dans la finance. Éric Bocquet, vous ne dites pas de temps en temps que c'est le pire moment pour faire de la politique en ce moment? Non. Il faut que le politique P majuscule, non pas ceux qui gèrent une carrière professionnelle, mais ceux qui s'engagent pour un modèle de société, c'est de reprendre la main sur les affaires du monde. Et aujourd'hui, c'est bien les marchés financiers qui ont la main. Même là encore, sous le Covid, parce que écoutez, dans cette crise du Covid, on a l'impression... C'est eux qui détiennent la dette des États aujourd'hui. Ils sont même prêts à nous prêter à taux négatif, mais quel est l'intérêt pour eux? L'intérêt, c'est d'avoir à leur botte les États et au-delà les peuples. C'est ça le fond du sujet. Au moment du débat budgétaire en novembre dernier, ici au Sénat comme à l'Assemblée, les ministres, le maire Darmanin nous disait attention, on approche des 100% d'endettement par rapport au PIB. On va à l'apocalypse. Nous arrivons aujourd'hui à 121%. Je ne sais pas s'ils ont dit on va à l'apocalypse, mais en tout cas, ils n'avaient pas un discours très c'était un discours catastrophiste. Oui. Nous sommes à 121%. Et alors le monde continue. La roue tourne. Mais le problème des marchés financiers, c'est que quand il y a des crises financières, derrière, il y a des crises sociales terribles. Il y a des inégalités qui explosent. En gros, nos concitoyens ont l'impression que les marchés financiers, pile, ils gagnent, et perdent, nous perdons.
Bertrand Badré? Non, je voudrais pas. J'adhère vraiment à ce que disait Catherine Larère. Quand je dis que la crise climatique et sociale arrive, je ne dis pas qu'elle est inévitable. C'est aussi une manière de dire on peut y faire face. Simplement, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte la trousse à outils, qu'on regarde dans le moteur et qu'on fasse un certain nombre de réglages. Tout seul, ça ne marchera pas. Donc je ne suis pas du tout défaitiste. On disait souvent le pire n'est pas certain, et en tout cas quand il arrive, il est rarement décevant. Il faut vraiment aller dans cette direction-là. En revanche, l'idée de dire les marchés sont maîtres du monde, les marchés sont en partie très embêtés par les taux zéro. Vous êtes un assureur vie aujourd'hui, vous êtes un fonds de pension et vous gagnez zéro, vous avez un vrai problème avec vos clients. Je pense on est dans une phase de transition. On s'interroge sur les taux, on s'interroge sur la monnaie. Regardez les débats sur le Bitcoin. On se pose beaucoup de questions. Et cette phase de transition, elle est à la fois potentiellement prometteuse et inquiétante. Simplement, il faut qu'on fasse l'effort de rentrer dans des sujets qui ne sont pas très drôles, qui vont être des sujets comme les normes comptables, les obligations de ceux qui gèrent votre argent, la manière dont on paye les gens, enfin toute une série de questions qu'on a laissé structurer nos vies depuis une cinquantaine d'années, encore une fois avec un certain succès au début et beaucoup moins aujourd'hui. Comment est-ce qu'on restructure ça pour les 50 prochaines années pour être en ligne avec ce modèle auquel on a tous adhéré. Enfin, je veux dire, tous les États sont engagés sur un modèle, une société durable, résiliente et inclusive. Alors, on va dire, il y a loin de la coupe aux lèvres, mais c'est quand même ça auquel il faut qu'on travaille. Sinon, effectivement, je pense qu'il n'y a plus de politique avec un grand P si on ne part pas dans cette direction. Merci beaucoup. On aurait pu encore en débattre pendant bien longtemps. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cet enjeu. Voilà, sommes-nous prêts pour la prochaine crise? Je rappelle le titre de votre dernier livre, Bertrand Badré, Voulons-nous sérieusement changer le monde? Entre parenthèses. Entre parenthèses, le sérieusement, voilà, c'est chez MAM. Je rappelle le titre de votre livre, Catherine Larère, coécrit avec, vous l'avez dit, avec votre mari Raphaël Larère, chez Premier Parallèle. Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste. Et puis pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs à la philo, je renvoie aussi aux ouvrages de Jean-Pierre Dupuis, notamment Petite métaphysique des tsunamis. Merci encore à tous les quatre et à très bientôt sur Public Sénat.